Salut les joueurs! Salut les joueurs! Bon, aujourd'hui c'est du gros jeu Philippe. Hein. Ah oui, du très gros jeu de Flyos qui est une boîte canadienne et qui nous fait un grand plaisir, c'est-à-dire de nous sortir ce gros jeu avec une boîte démentielle en français et en anglais. Et ça, merci beaucoup. Oui, et c'est Vampire Chapters. Vampire Chapter. Alors bien évidemment, Vampire, on pense tous à Vampire Mascarade. Et vous avez raison. Mais carrément, parce qu'en fait l'affiche, c'est quasiment l'affiche des jeux de rôle. C'est ça, c'est quasiment l'affiche du jeu de rôle. Et en fait, ce que ce jeu va nous proposer, c'est une campagne de Vampire Mascarade qui se passe à Montréal. Voilà. Avec une fiche, avec les éléments, avec le peuple qu'il y a dans l'âge des ténèbres. Ouais, et ça c'est super intéressant. En tout cas, c'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien Philippe, on a un scénario ou une campagne, enfin quelque chose qui est dans l'univers. Alors on a carrément une campagne qui se retrouve entièrement dans l'univers. Et d'ailleurs dans le livre des règles, on a quelques petites descriptions par rapport à la famille, par rapport à la mascarade, par rapport à tout ce qu'il y a, tout ce qui fait plaisir, le prince, les règles d'hospitalité et autres. Wow. C'est vraiment du vampire. Pour les fans de vampire, c'est un gros bonheur. Les tuiles sont juste sublimes, c'est-à-dire que j'ai même envie de dire, vous voulez faire du vampire, vous n'avez pas de matériel, avec les tuiles, les personnages, les kits de personnages non joueurs et d'ennemis que vous avez, vous pouvez vous faire une campagne absolument faramineuse. Mais là où il y a vraiment un point fort, c'est que tout va être scénarisé, on va nous expliquer quand il y a des tests. Donc vous voulez faire une campagne de vampire et malheureusement vous n'avez pas les copains pour, et ben vous pouvez la faire tout seul ou en petit groupe ou sans me jeu, puisque tout va être géré directement par la mécanique qui est plutôt bien huilée. Donc ça, c'est déjà un point positif. Il y a du matos, tu l'as dit là. Il y a du très beau matos et du matos qui nous met bien dans l'ambiance. Et c'est vrai que, bon, là on a testé quelques-uns des scénarios d'introduction pour voir sur les règles. Et ce qui est pas mal, c'est que on n'a pas besoin de lire le gros livre de règles, hein, pas vrai, Florent? Moi, ça m'arrange. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va nous prendre par la main. Bon, j'ai mis en place pas le premier scénario d'introduction parce que c'est simplement une introduction à savoir comment on combat. Et ça, en soi, c'est pas transcendant, bien qu'il y ait quand même une petite astuce que j'ai trouvée intéressante là-dessus. C'est que quand tu combats, tu vas avoir une phase, quand tu vas décider ton action face cachée, tu vas pouvoir décider une action qui ne soit que offensive, que défensive, ou qui permette de t'adapter et soit te défendre, soit taper. Parce que taper tout le temps, c'est bien pour un brugeat, mais pas forcément pour les autres familles, parce qu'on peut très vite se retrouver à court de points de vie. Oui, ça c'est sûr, point de sang, on ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Mais donc on a des figurines, ok, mais on a aussi des standees, non? Oui, on a énormément de standees parce que la campagne propose beaucoup de personnages non joueurs. Voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, plutôt que de nous mettre quelques figurines et qu'on soit obligé de réutiliser toujours les mêmes figurines standards, étant donné que c'est un jeu qui va être basé sur de la diplomatie, sur de l'exploration et pas juste sur du combat, je trouve que c'est un choix intéressant d'avoir mis les personnages principaux en figurines, qui sont quand même très jolis, hein, on peut les voir par ici et on zoomera un petit peu dessus. Mais avoir suffisamment de profondeur pour que l'univers et la densité de l'univers soient bien rendus. Et ça, c'est vraiment positif. Ouais, ça c'est beaucoup plus. Et toi, ton astuce, c'est justement de ne pas les dépatcher à l'avance, hein, c'est ça? C'est ça, parce que le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Sur chaque scénario, vous allez en avoir que quelques-unes. Si vous les avez dépunchées, je vous souhaite bonne chance pour les rechercher dans la foule. Tandis que si on les laisse en puncher, qu'on les repunch sur chaque partie, et ça permet justement d'avoir une facilité de mise en place largement supérieure. Ok, on prend le conseil donc. Ça marche. Alors, je vois aussi des jolies dés là, avec la banque, une tête de mort. Tout à fait. Alors, on va reprendre le principe du D10 que l'on a dans Vampire, sauf qu'ils nous l'ont simplifié pour les gens qui ne connaissent pas les règles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de numéro dessus, il y a simplement des clés qui vont nous dire si on réussit ou pas, et le principe du dé explosif va être pris en compte. Donc le dé explosif,
on renouvelle à chaque fois qu'on tombe sur la bonne figure. C'est ça. Et on compte les succès supplémentaires et ça va se baser sur succès. Alors, il y a quand même une petite différence sur votre feuille de perso qui est pas forcément hyper lisible quand on débute. Oui. Et je m'adresse surtout à ceux qui ont l'habitude de Vampire. Dans Vampire, en général, ce qu'on va faire, c'est que quand on va nous demander un jet, on va lancer un attribut, on va lancer une compétence, on rajoute, ça nous fait un pool de dés, on lance ce pool de dés et on voit le nombre de réussites. Là, il y a une différence qui est quand même notable et très importante à prendre en compte, sinon vous allez jouer en mode très difficile. C'est-à-dire que les compétences ne sont pas des dés supplémentaires, mais des réussites automatiques. Donc si je dois jouer par exemple avec la carte de Harold Beaulieu une compétence de persuasion, où on voit qu'il a deux petits V, et qu'il a en social 2 dés, je lance 2 dés, je considère déjà que j'ai 2 réussites, et là-dessus, avec ces dés, je vais pouvoir compter les réussites pour avoir le total des réussites complémentaires. Oui, parce que ça peut éviter des petits soucis, ça c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc, on a vu donc cet aspect sur le combat que je trouvais intéressant avec le fait de devoir choisir si on utilise nos cartes de combat en défense ou en attaque. Par exemple, l'action criblée avec une arme ne peut pas servir de défense, c'est qu'une attaque. En revanche, le coup de poing peut dans certains cas nous permettre d'avoir un dé bonus pour parer. Et pareil, lors du combat, les compétences comptent comme des réussites automatiques. Du coup, l'intérêt de développer certaines compétences plus que d'autres. Continuons un peu sur les combats. Je veux me friter avec l'étrange soldat. Alors, l'étrange soldat, sans trop spoiler, c'est le premier personnage que l'on va voir dans le premier prologue d'introduction. Donc, c'est vraiment le premier monstre que vous allez voir. Donc, effectivement, il va avoir des compétences qui vont varier en fonction de si on joue à 1, 2, 3 ou 4 joueurs. Un petit truc que j'ai trouvé intéressant, c'est cette sorte de clip que l'on va avoir. Un peu comme dans Zombicide. Un peu comme dans Zombicide, effectivement, mais qui va être déterminé aux ennemis. Donc du coup, on n'a pas des points, des gouttes de sang, ou des cœurs, ou des dégâts représentés sous n'importe quelle autre forme de token à poser dessus et qui encombrent. On va avoir ce curseur de vie qui va se décaler. D'accord. Mais curseur un peu bizarre, puisque là, j'ai une tête de mort, mais... Elle est du mauvais côté. Effectivement, ça c'est un petit défaut, je trouve, qu'ils ont mis, c'est que la tête de mort, qui pourrait représenter la mort du personnage, est mis du côté du maximum de ses points de vie et pas à 0 point de vie, ce qui fait qu'on perd un peu en lisibilité, parce que ça voudrait dire, si on le prend dans l'autre sens, que quand on joue à 4 joueurs, ce monstre-là n'a qu'un seul point de vie, ce qui est pas logique. Ça marche pas. Ok, donc déjà... Deuxième astuce, ou troisième astuce, quatrième astuce, j'ai arrêté de suivre des astuces. Il en faut quelques-unes parce que malheureusement, il y a quand même un défaut de lisibilité sur ce jeu. Il est magnifique, l'ambiance est sublimement rendue. Quand on aime le jeu de rôle, on est vraiment plongé dedans et c'est un vrai bonheur. Par contre, l'organisation des livrets et l'organisation de certains éléments du jeu perdent en lisibilité. Ok, donc ça c'est bon à savoir. Ça c'est une astuce qui est quand même très importante par rapport au point de dégâts. Et il y a une deuxième astuce qui va vous faire gagner énormément de temps. Énormément de temps. C'est-à-dire que quand vous prenez un scénario d'introduction, par exemple, lisez l'événement E1, logiquement on se dit, bon bah on prend le livret et le E1, vu que c'est la première chose qu'on doit lire, on va le trouver au début. Eh ben non. Alors on va se dire, bon bah il y a des abréviations, il y a D, donc après D et avant I, on devrait trouver E. Non. Eh ben non, parce qu'en fait c'est basé sur des abréviations qui vont correspondre à dialogue, investigation, déduction finale et événement. Et donc si on prend sur la table des matières, la page par laquelle on commence est l'avant-dernière. Ouais, d'où une petite hésitation de quelques minutes. Une petite hésitation de quelques minutes. Je vous avoue que quand j'ai pris le livret, je me suis dit, ils ont voulu rendre l'ambiance malacavien, puisque c'est le scénario d'introduction du malacavien, et qu'à ce moment-là, ça correspond tout à fait à l'esprit. Mais on a passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui se passe, et il y a malheureusement certaines coquilles qui se sont glissées aussi. Par exemple, on va avoir un événement, on lance un dé, on va nous dire lire H2, H3, H4. Ok, il n'y a pas de problème. H, on cherche. Il n'y a pas de H. En fait, ils se sont trompés, c'est une copie. C'était G1, G2, G3 ou G4. Alors, c'est bien, mais malheureusement, c'est assez gênant parce que ça casse à l'ambiance et que sur ce scénario d'introduction, on a dû revenir en arrière, recommencer, essayer de déduire pour savoir exactement ce qu'on fait parce que malheureusement, la rédaction n'est pas intuitive. Mais
je peux leur pardonner ça pour la simple et bonne raison qu'ils ont fait un univers tellement dense, avec tellement de livrets différents, parce qu'on en a quasiment une trentaine de scénarios. Là, vous les voyez en photo. Vous les voyez en photo, c'est absolument colossal. Chacun représente entre une demi-heure et 1h30 de jeu. Donc franchement, la campagne est de toute beauté. L'ambiance est bien. On voit déjà, rien qu'avec les prologues, comment tout va s'agencer, les relations entre les personnages et autres. Et c'est une vraie pépite si l'on passe outre ce petit défaut. Donc astuce, si on vous demande d'aller dans la lettre H, en fait c'est la lettre G. Voilà, H c'est représenté par G dans le scénario d'Harold Beaulieu. Et je pense que comme ça, il va falloir essayer de déduire à certains endroits. Bon, je pense que si on cherche sur Internet, on doit trouver la possibilité d'avoir toutes les coquilles et les correctifs qui sont mis dessus. Mais quand on tombe sur la boîte, c'est vrai que ça casse un peu l'ambiance. Bon, ben voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit là-dessus. Alors, il y a un dernier truc qui a été dit quand même, c'est que je trouve, personnellement, dans un autre scénario, je vais taire pour éviter de trop spoiler, qu'il y a trop de dés et de lançage de dés intempestifs. C'est-à-dire que tout le scénario va se baser sur une négociation. On réussit tout très bien. On a un texte qui nous dit « Vous avez réussi votre négociation, machin ». Il nous demande de lancer encore un dé, on le rate, et alors là, c'est tout le scénar qui est raté. C'est hard. C'est un petit peu hard, c'est un peu trop expéditif. Alors, ça nous fait comprendre déjà dans le prologue que va falloir faire attention et que ça peut être très expéditif. Déjà, le premier scénario d'introduction au combat nous montre à quel point ça peut être expéditif, alors même qu'on est brougeard. Donc voilà, ce jeu peut être violent. Faut savoir que vous allez perdre des scénars sans pour autant perdre la campagne, mais que ça va avoir une influence sur la suite et qu'il faut jouer le jeu d'accepter de perdre certains scénars pour profiter réellement de l'expérience. Ok, bah écoute, message reçu. Ben voilà. Voilà, bon, ben il nous reste plus qu'à se dire que c'est un chouette jeu, du coup. Ah, c'est quand même un très chouette jeu, et il faut savoir pour les amateurs que donc il va y avoir un deuxième chapter qui va être prévu par la suite, et que d'ores et déjà, il y en a une campagne qui devrait être livrée courant 2024, on l'espère, qui va se baser cette fois-ci sur Loup-garou, toujours dans le monde des ténèbres. Ça peut être beau aussi, ça. Ça peut être très beau. C'est une bonne ambiance. Donc, on attend patiemment de voir ce qu'ils vont nous faire, savoir s'ils ont su le mettre au goût du jour ou si ce sera un peu trop Capitaine Planète. On verra. C'est sûr. Bon, ça marche. Allez, il ne reste plus qu'à se dire au revoir. Salut les joueurs.